À New York, sous les lumières solennelles de l'Assemblée générale, une voix inattendue rompt la routine diplomatique. Le président du Libéria, face au monde, tend une main à l'alliance AES, celle du Burkina Faso, du Mali et du Niger, plutôt que de la pointer du doigt. Pourquoi ce geste transforme-t-il Ibrahim Traoré en pivot d'un nouveau langage politique? Et pourquoi cette invitation pourrait-elle redéfinir la souveraineté africaine? Car pour la première fois depuis des décennies, l'Afrique ne demande plus la permission d'agir. Elle annonce qu'elle a commencé. Ce discours du Libéria n'était pas une simple déclaration de courtoisie. C'était un signal adressé à l'ensemble du continent, celui d'un dialogue africain libéré des tutelles extérieures. En tendant la main à Ibrahim Traoré et à l'alliance AES, Monrovia s'est placé au cœur d'un basculement géopolitique inédit. Le président libérien a promis une coopération de respect, une formule brève mais lourde d'enjeux. Économie, sécurité, reconnaissance mutuelle. Pour la première fois, un État anglophone d'Afrique de l'Ouest proposait d'ouvrir un canal de discussion avec les trois pays ayant rompu avec l'ECOWAS. Ce geste, interprété par certains comme téméraire, traduit pourtant une conviction profonde, que la stabilité régionale ne naîtra pas des injonctions, mais des ponts entre égaux. À travers cette annonce, le Libéria se présente comme un médiateur entre deux visions du continent, celle des institutions héritées et celle des nations qui veulent réécrire leurs règles. La question implicite reste brûlante. Et si l'invitation de Monrovia à Ibrahim Traoré n'était pas un épisode isolé, mais le premier acte d'une recomposition politique africaine? Derrière les applaudissements polis de l'Assemblée générale, un basculement discret s'est produit. Deux phrases du discours libérien ont renversé l'équilibre d'une décennie. L'Afrique ne demande plus l'autorisation de coopérer, elle la définit. Ce renversement s'inscrit dans un contexte où Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, a bouleversé les codes diplomatiques régionaux. En quelques mois, l'Alliance des États du Sahel, AES, Burkina Faso, Mali et Niger, a quitté l'ECOWAS, suspendu des accords militaires et relancé un projet d'intégration économique interne. Pour beaucoup d'observateurs, la décision semblait précipitée, mais pour d'autres, elle était l'expression d'un ras-le-bol accumulé depuis des décennies. Car les chiffres sont têtus. Malgré des milliards d'aides internationales, la pauvreté au Sahel est restée stable et l'insécurité a progressé de 35% entre 2015 et 2023. C'est dans ce vide d'efficacité que s'est engouffré le discours de Traoré, appelant à une souveraineté pratique. Le Libéria, en proposant un dialogue à cette alliance, n'a pas seulement offert une main tendue, il a reconnu un nouvel ordre africain en gestation. Ce que le monde a pris pour un appel à la réconciliation est en réalité un test de loyauté entre pays africains. Acceptera-t-on que des nations se redéfinissent hors des structures héritées? Et surtout, quelle place reviendra à ceux qui, comme Ibrahim Traoré, refusent de mesurer la légitimité à l'aune de l'approbation occidentale? L'intervention du Libéria n'est donc pas un épisode isolé, mais un miroir de cette fracture. D'un côté, la diplomatie de conformité, de l'autre, la diplomatie d'émancipation. C'est entre ces deux lignes que se dessinera le visage du continent pour la prochaine décennie, et c'est ce champ de tension qu'aucun dirigeant africain ne peut désormais ignorer. Pour comprendre la portée du geste libérien, il faut revenir à la figure d'Ibrahim Traoré. Son ascension n'a pas suivi la trajectoire classique des présidents africains. Âgé de moins de 40 ans, officier devenu chef d'État dans un pays meurtri, il a bâti son autorité non sur des institutions, mais sur une rhétorique d'urgence, sécurité, souveraineté, solidarité. Son discours, souvent abrupt, a trouvé un écho chez une jeunesse sahélienne fatiguée des modèles importés. Dans les marchés de Ouagadougou comme dans les universités de Bamako, son nom est devenu un symbole de résistance à la dépendance. Et ce symbole a désormais dépassé les frontières du Sahel. Lorsque le Libéria évoque une Afrique des bâtisseurs, non des spectateurs,
Il parle implicitement de ce type de leadership. Les premiers effets se font sentir. Les chancelleries régionales réévaluent leur posture. Les médias locaux ouvrent des débats sur l'avenir des alliances africaines. Certains y voient un espoir de réinvention, d'autres une dérive populiste. Mais une chose est certaine, le continent se regarde autrement. Là où hier les capitales attendaient la validation de Bruxelles ou de Washington, elles observent désormais Ouagadougou et Niamey pour anticiper la prochaine orientation politique. Le Libéria, en s'alignant sur cette dynamique sans y adhérer totalement, joue une carte fine, celle du pont, pas du bloc. La question devient alors évidente. Si le dialogue Monrovia-AES s'ouvre vraiment, il pourrait remodeler la grammaire diplomatique africaine pour une génération entière. Tout commence en silence. Janvier 2024. Alors que la tension monte entre l'ECOWAS et les pays du Sahel, Ibrahim Traoré annonce la suspension de plusieurs protocoles régionaux jugés inadaptés à la réalité du terrain. Février. Les ministres de la Défense du Burkina Faso, du Mali et du Niger officialisent la coordination AES, un pacte qui ne se veut ni militaire, ni idéologique, mais fonctionnel. Mars. Une série de réunions discrètes à Bamako esquisse que les contours d'un projet d'union économique alternative centré sur la sécurité alimentaire et la maîtrise des ressources. Avril. Les premières réactions internationales tombent, oscillant entre prudence et inquiétude. Mais en mai, un tournant s'opère. Ibrahim Traoré déclare que l'Afrique ne peut pas négocier éternellement son droit d'exister en sécurité. Cette phrase, largement reprise sur les réseaux, scelle la rupture. Juin. Des délégations libériennes rencontrent des représentants de l'AES à Accra, en marge d'un sommet de l'Union africaine. Le ton change. Plutôt que de condamner, Monrovia écoute, et cette écoute vaut signal. En juillet, la rumeur d'une invitation formelle se propage. En août, elle devient réalité. Lors du sommet des Nations Unies, le président libérien lit sa proposition devant le monde. L'image est forte. Un pays historiquement lié à l'Occident tend la main à ceux que l'on qualifie encore de rupturistes. Puis vient la phase du climax. Septembre. À Ouagadougou, un discours du Premier ministre burkinabé remercie le Libéria pour sa lucidité et son courage politique. Les observateurs internationaux comprennent alors que l'AES n'est plus un phénomène isolé, mais une architecture en construction. Les dérangements diplomatiques se multiplient. Une dizaine de pays africains demandent des briefings bilatéraux avec Monrovia. Le retentissement médiatique dépasse le continent. Des chaînes européennes parlent d'un nouvel âge de souverainisme africain. Octobre clôt le cycle. La presse libérienne révèle la préparation d'une rencontre exploratoire à Monrovia, confirmant la mutation du discours en action. Ainsi s'achève la première séquence. Activation, ascension, réverbération. Dans ce continuum, Ibrahim Traoré reste la figure nodale. C'est lui qui incarne, pour ses partisans comme pour ses détracteurs, la collision entre le passé et la promesse d'un futur africain autodéterminé. Et dans cette collision, le Libéria a choisi non pas de s'écarter, mais d'entrer dans la trajectoire. Les conséquences, elles, ne tarderont pas à se manifester. Les discours d'Ibrahim Traoré ne reposent pas sur la rhétorique seule. Il s'appuie sur une série de constats chiffrés qui expliquent l'écho rencontré au-delà du Burkina Faso. En 2015, moins de 18% du budget national était consacré à la sécurité intérieure. En 2024, cette part atteint 42%. Ce basculement budgétaire ne traduit pas un militarisme aveugle, mais une tentative de reprendre le contrôle d'un espace territorial où l'État avait reculé. Selon la Banque africaine de développement, le Burkina Faso a réduit de 12% ses importations de céréales grâce à une réorientation des coopératives rurales. Un chiffre modeste, mais symbolique dans un pays enclavé dont 70% de la population dépend de l'agriculture vivrière. Enfin, depuis la création de l'AES, le volume des échanges intra-Sahel a augmenté de 27%.
tandis que la dépendance commerciale envers les partenaires extérieurs a légèrement diminué. Ces données, souvent ignorées des médias internationaux, donnent à la rhétorique de Traoré une substance empirique, l'idée que la souveraineté ne se déclare pas, elle se mesure. Le Libéria s'appuie sur ces chiffres pour légitimer sa propre initiative diplomatique. Son président souligne que les performances des pays du Sahel, malgré l'isolement, traduisent un effort d'adaptation plutôt qu'une dérive d'orgueil. Mais cette approche chiffrée introduit une nuance essentielle. Il ne s'agit pas de glorifier la rupture, mais de comprendre sa logique. Les observateurs notent aussi une corrélation entre la hausse des investissements publics sahéliens et la montée du sentiment de confiance régionale. Dans les zones rurales du Burkina, les sondages de 2024 indiquent qu'environ 63% des habitants estiment que l'État protège mieux qu'avant. Ces données ne suffisent pas à masquer les difficultés, mais elles montrent que l'effet Traoré repose sur un socle réel. Pour Monrovia, c'est précisément cette dimension pragmatique qui justifie l'ouverture d'un dialogue AES-Libéria, une coopération qui ne nie pas les faits, mais par deux. Et c'est cette méthodologie, le passage du symbole à la donnée, qui pourrait, à terme, inspirer d'autres gouvernements africains à redéfinir leurs propres indicateurs de succès. Les débats autour d'Ibrahim Traoré divisent, même parmi les penseurs africains. D'un côté, les défenseurs de l'AES affirment que le Burkina Faso, le Mali et le Niger n'ont fait que reprendre la maîtrise de leur destin face à des institutions incapables de garantir la sécurité. Ils rappellent que les opérations internationales ont coûté des milliards sans enrayer la progression du terrorisme, ni stabiliser les économies sahéliennes. Pour eux, la rupture était une nécessité stratégique. Mais de l'autre côté, les critiques avancent un argument rationnel. L'isolement volontaire fragilise les infrastructures financières, ralentit les flux commerciaux et prive les populations d'aides vitales. Ils craignent qu'en s'affranchissant trop brutalement des cadres régionaux, ces pays réinventent les dépendances sous une autre forme, plus politique que monétaire. Le Libéria, lui, adopte une position d'équilibriste. Dans sa lecture, il ne s'agit ni d'excuser ni de condamner, mais de comprendre la mécanique des choix. Le président libérien souligne que les institutions ne peuvent plus imposer un modèle unique à des réalités divergentes. Il reconnaît la validité partielle des critiques contre l'AES, tout en admettant que leur démarche révèle une faille systémique plus profonde. Ibrahim Traoré incarne, à ses yeux, cette tension productive entre contestation et reconstruction. Le vrai risque n'est pas la divergence, mais l'incapacité du continent à transformer cette divergence en moteur d'innovation politique. Ainsi, dans l'argumentation libérienne, chaque camp a raison sur une moitié du problème. Mais seule une coopération réinventée, fondée sur le respect des trajectoires nationales, pourrait transformer ces moitiés en solutions entières. L'Afrique ne défie pas le monde, elle apprend à lui répondre. Cette phrase, prononcée au milieu du discours libérien, a fait l'effet d'un éclair. En une ligne, elle résumait la bascule du récit africain, le passage de la réaction à la conception. C'est à ce moment précis qu'Ibrahim Traoré cesse d'être perçu comme un symbole de rupture pour devenir le révélateur d'une maturité politique nouvelle. Car l'alliance AE n'existe pas seulement pour contester. Elle produit un modèle fonctionnel, une méthode d'action directe entre pairs. Le Libéria, en s'y intéressant, ne signe pas une adhésion, mais une reconnaissance. Dans les couloirs de l'ONU, ce repositionnement discret a intrigué les observateurs. Et si l'Afrique n'était plus un terrain d'expérience, mais un laboratoire de concepts géopolitiques, le centre de gravité des discussions internationales a glissé imperceptiblement vers Ouagadougou. Et désormais, tout acteur diplomatique lucide sait qu'ignorer Ibrahim Traoré revient à ignorer la dynamique même du continent. Les répercussions de l'invitation libérienne à l'AES se déploient à 4 niveaux distincts. Au niveau national,
Au Burkina Faso, la reconnaissance implicite venue de Monrovia a renforcé la légitimité interne d'Ibrahim Traoré. Les médias nationaux l'ont présenté comme un dirigeant entendu à l'étranger sans plier. Les sondages de 2025 montrent une hausse de 9 points dans la confiance envers l'exécutif, notamment parmi les jeunes urbains. La perception du pouvoir s'est déplacée. Il n'est plus seulement militaire, mais diplomatique. Au niveau diplomatique, dans les chancelleries africaines, l'initiative libérienne a rouvert des canaux figés depuis des années. La Sierra Leone et le Ghana ont proposé des rencontres d'observation. Le Tchad, plus prudent, parle d'un dialogue expérimental. Ce n'est pas encore un consensus, mais c'est un début de reconnaissance. Les mots changent. On ne dit plus rupture, mais transition de modèle. Au niveau économique, le message libérien a aussi eu un effet de confiance sur les acteurs économiques régionaux. Les chambres de commerce de Bamako et Ouagadougou rapportent une augmentation de 15% des projets interafricains enregistrés au second semestre 2024. Certains investisseurs locaux, jusqu'alors méfiants, voient dans cette stabilisation relative une opportunité de marché africain interne. Même les ONG humanitaires y trouvent une ouverture. L'accès à certaines zones frontalières s'améliore grâce à la coordination AES. Au niveau continental, le signal envoyé à l'Union africaine est fort. L'AES n'est plus une anomalie, mais un acteur structuré du débat panafricain. Cette normalisation change le ton des négociations multilatérales. Pour la première fois, une alliance née en réaction devient une plateforme de proposition. Le Libéria y gagne une stature de médiateur, non pas entre le Nord et le Sud, mais entre deux Afriques, celle du consensus et celle de la conviction. En somme, le pari libérien d'inviter Ibrahim Traoré et ses pairs ne relève plus du symbole. Il produit déjà des effets mesurables, visibles et durables. Et chaque observateur lucide le sait. Ce type de geste redessine des cartes bien avant que l'encre des traités ne sèche. Les prochains mois seront décisifs pour mesurer la portée réelle de cette ouverture diplomatique. 3 trajectoires se dessinent. Dans le scénario de base, le Libéria accueille une première réunion technique avec les représentants de l'AES à Monrovia. L'objectif, définir un protocole d'échanges sécuritaires et commerciaux sans rompre avec l'Union africaine. Ce scénario, le plus probable, consoliderait le rôle de Monrovia comme plateforme de médiation souple entre les blocs régionaux. Ibrahim Traoré y verrait la validation d'une approche par les faits. Dans le scénario optimiste, sous l'impulsion de ce dialogue, plusieurs États côtiers, la Guinée et la Sierra Leone notamment, rejoignent des discussions de coopération énergétique. Une alliance de convergence verrait le jour, favorisant la mutualisation des infrastructures électriques et agricoles. L'image d'une Afrique construisant sa résilience de l'intérieur renforcerait la crédibilité de l'AES. Ce scénario transformerait l'expérience Traoré en modèle exportable, celui d'une diplomatie de reconstruction souveraine. Dans le scénario critique, si à l'inverse, les pressions économiques et politiques extérieures s'intensifient, la rencontre pourrait être reportée indéfiniment. Les partenaires traditionnels pourraient y voir une provocation, relançant les sanctions ou les suspensions. Dans ce cas, l'élan libérien se heurterait à la réalité du système international, celui où la souveraineté reste tolérée, non acceptée. Quelle que soit l'issue, ces 3 chemins partagent un point commun. Ils placent l'Afrique face à un test de cohérence. La véritable question n'est pas de savoir si l'invitation de Monrovia sera honorée, mais si les États africains sont prêts à assumer la pluralité de leur voix. Comme l'a dit Ibrahim Traoré dans une récente allocution, nous ne cherchons pas à être suivis, mais à être compris. Et c'est peut-être cette phrase qui résume le mieux l'esprit du tournant en cours. Au-delà des institutions et des chancelleries, ce débat pénètre désormais le quotidien. Dans les rues de Monrovia, de Ouagadougou ou de Niamey, les conversations ne portent plus seulement sur les prix du riz ou la sécurité, mais sur la dignité. Des enseignants parlent à leurs élèves d'indépendance réelle. Des commerçants comparent les taxes régionales à celles de l'AES.
des journalistes explorent la question. Et si nous définissions nous-mêmes la valeur du partenariat? Cette réappropriation du langage politique est sans doute la transformation la plus profonde. Elle traduit le passage d'une Afrique spectatrice à une Afrique actrice. Pour Ibrahim Traoré, cette mutation sociale est essentielle. Un pouvoir qui ne s'enracine pas dans la conscience populaire s'éteint vite. Et pour le Libéria, qui a connu ses propres crises identitaires, la résonance est évidente. Le peuple libérien voit dans cette ouverture vers le Sahel une continuité logique de son histoire. Un pays né de la quête de liberté ne peut ignorer ceux qui la revendiquent. À travers les médias, les débats communautaires, les universités, une idée germe. L'Afrique ne doit plus seulement participer au monde, elle doit le questionner. Et ce simple changement de posture, de la demande à la proposition, explique pourquoi la prise de parole du Libéria, dirigée vers Ibrahim Traoré, a captivé autant d'attention. L'émotion publique ne naît plus du spectacle des sommets, mais de la reconnaissance d'une voix qui dit enfin nous. Si le Libéria veut transformer son geste symbolique en politique durable, il lui faut désormais une feuille de route claire, partagée, mesurable et inclusive. Les conseillers du président ont esquissé 5 étapes. D'abord, établir un groupe de travail mixte, Libéria-AES, chargé d'identifier les champs de coopération immédiats, notamment en agriculture et sécurité alimentaire. Ensuite, créer un forum économique régional ouvert aux pays observateurs, afin d'ancrer le dialogue dans des projets tangibles. Puis, harmoniser certaines procédures douanières entre le Sahel et la côte ouest pour fluidifier les flux logistiques. Ensuite, inviter la société civile et les universités à produire des études d'impact indépendantes, condition essentielle pour éviter la politisation du processus. Enfin, présenter, d'ici 12 mois, un rapport conjoint à l'Union africaine, prouvant que la coopération horizontale peut compléter, non concurrencer, les institutions existantes. Cette méthode repose sur une idée simple mais audacieuse. La légitimité ne s'obtient pas par la reconnaissance internationale, mais par la cohérence interne. Ibrahim Traoré a plusieurs fois insisté sur ce point, rappelant que les révolutions ne se mesurent pas au drapeau qu'on hisse, mais au pont qu'on construit. Le Libéria, en intégrant cette logique, espère démontrer que l'unité africaine peut être flexible, pragmatique et réaliste. Le succès de cette feuille de route dépendra de la capacité des acteurs à maintenir un dialogue régulier, à traduire les mots en mécanismes et à éviter la fragmentation des ambitions. Mais pour la première fois, un pays côtier et un pays sahélien semblent avancer dans la même direction, par conviction, non par contrainte. Quand les projecteurs se sont éteints à New York, une image est restée, celle d'un président libérien tendant symboliquement la main vers Ibrahim Traoré. Ce geste, discret mais dense, rappelle la logique de son parcours. Rien d'imposé, tout construit. Dans les jours qui ont suivi, les rues de Ouagadougou ont repris son nom en chanson, non pas comme celui d'un héros, mais d'un miroir. Car ce qu'il incarne désormais dépasse le Sahel. La conviction qu'un continent peut écrire sa propre narration sans exégèse étrangère. Le Libéria, en reconnaissant cette énergie, s'inscrit dans un récit plus vaste, celui d'une Afrique qui n'attend plus d'être invitée à la table du monde, mais qui l'adresse. Et peut-être est-ce là. Est-ce là le véritable point d'équilibre? Comprendre que la puissance n'est pas domination, mais cohérence. Entre Traoré, les siens et ceux qui choisissent d'écouter, s'esquisse une nouvelle grammaire du respect. Une phrase s'impose alors, simple et forte. Ce que l'Afrique négocie aujourd'hui, ce n'est pas son avenir, c'est le droit de le décider. L'histoire ouverte à New York ne s'est pas close avec les applaudissements. Elle s'écrit encore, dans les capitales, les universités, les radios, là où la jeunesse africaine cherche son souffle collectif. Le message lancé par le Libéria à Ibrahim Traoré n'est pas une provocation, mais une invitation à inventer un langage commun. Un langage où coopération ne rime plus avec dépendance
et où souveraineté ne signifie pas isolement. La diplomatie africaine entre dans une ère où le dialogue n'a de sens que s'il est réciproque. Et si le futur de ce continent se joue dans ces ponts nouveaux, alors chacun, citoyen, journaliste, étudiant, entrepreneur, a un rôle à jouer. L'Afrique n'a pas besoin d'un seul modèle, mais de 1000 conversations cohérentes. À vous, lecteurs, la question finale. Que faites-vous? Que faites-vous aujourd'hui pour que ces conversations ne restent pas des promesses, mais deviennent des pratiques?